Bon, bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le Comité des forêts, son président actuel et le précédent, de m'avoir invité pour faire cette présentation. Je suis chercheur à INRAE, directeur de recherche émérite, et j'ai passé une grande partie de ma carrière et je continue à travailler sur ces questions de biologie évolutive des arbres, notamment au cours de leur histoire et au cours de toutes les crises qu'ils ont pu rencontrer durant leur histoire. Alors la question, évidemment, cette question est centrale aujourd'hui, je veux dire la question de l'adaptation des forêts au changement climatique, parce que d'aucuns disent que, compte tenu de la rapidité de l'évolution climatique, les arbres, compte tenu de leur longévité, n'auront pas la potentialité de répondre à ce défi en s'adaptant par pure évolution biologique ou évolution darwinienne. Donc c'est cette question-là que je vais adresser. Elle est vraiment centrale dans les préoccupations actuelles. Et pour la mettre dans le diapo suivante, dans un contexte un peu plus général, moi vous savez tous, c'est pas bon qu'il va falloir rappeler ces deux défis essentiels auxquels sont aujourd'hui confrontées les forêts, qui sont d'une part de contribuer à la résolution du problème climatique, donc de fixer du carbone, de séquestrer du carbone pour répondre à cet enjeu-là, mais en même temps, tout en leur demandant ça, ils sont également fragilisés par le changement climatique. Et donc, il faut effectivement savoir, donc, du coup, s'ils peuvent s'adapter à ce changement climatique. Alors, je ne vais pas aborder la deuxième question, je n'aborderai que celle de l'adaptation. Et donc, on peut décliner les questions en trois sous-questions. Première chose qu'on peut se demander, y a-t-il évolution adaptative, donc évolution biologique au sens darwinien du terme, contemporaine chez les arbres? Et s'il y a évolution, est-ce qu'on a une idée à quelle vitesse cette évolution a cours? Parce que c'est ça la question centrale, c'est cette vitesse d'évolution. Et puis, si on répond et si on a une idée de cette vitesse-là, est-ce qu'on sait dans quelle direction va cette évolution? Quels sont les arbres, quel type d'arbre est favorisé par l'évolution biologique par rapport à un autre type? Donc c'est ces trois questions auxquelles je vais m'adresser, et je ne peux pas m'empêcher de rappeler un aphorisme qui est traditionnel dans le monde des généticiens de la biologie évolutive, qui est cette phrase de Theodosius Dobzhansky, un généticien bien connu, qui disait il y a quelques décennies: rien n'a de sens en biologie si ce n'est par rapport à l'évolution. Et bon, sans me placer à la même ambition, on peut très bien traduire cette question finalement au niveau forestier. Rien n'a de sens actuellement. Beaucoup de questions sont liées à ce problème d'évolution et d'adaptation des fleurs. Diapo suivante. Et donc, dans mon exposé, je vais beaucoup pour adresser cette question, je vais beaucoup faire référence au passé, à l'histoire des arbres. Parce que les arbres, on peut considérer que la plupart des espèces que nous connaissons actuellement, des espèces forestières, des arbres forestiers, sont présents sur notre continent depuis à peu près 7-8 millions d'années, tels que nous les connaissons actuellement. Bien sûr, ils avaient des ancêtres qui étaient différents, mais tels que nous les connaissons actuellement, ils sont là depuis plusieurs millions d'années. Et donc, au cours de depuis bien plus longtemps que notre propre espèce, bien sûr, et au cours de tout ce laps de temps, de cette période, ils ont connu des changements climatiques de grande ampleur, et donc on peut regarder ce passé et voir, mais comment ont-ils réagi à ces changements-là? Même s'ils se sont passés à de plus grandes échelles de temps, on peut tirer des enseignements quant aux mécanismes qu'emploient ces espèces, qu'employaient ces espèces. Alors je rappelle simplement, disons deux échelles de temps, pardon, on va peut-être revenir sur la diapo précédente. Quand je parle de passé, moi je vais parcourir, transgresser un peu différentes échelles de temps, mais il y en a deux qui m'intéressent tout particulièrement. C'est celle finalement ce qu'on appelle le réchauffement post-glaciaire, c'est-à-dire le réchauffement qui a eu cours à la fin du dernier âge glaciaire, qui remonte à peu près il y a 15 000 ans. Vous avez ici une échelle de temps millénaire, en quelque sorte, et vous avez une représentation des températures ici.
finalement notre climat est relativement stable en termes de température depuis 7000 ans. Et puis tout récemment, il y a eu ce qu'on appelle en Europe, j'y reviendrai tout à l'heure, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui a sévi entre 1450 et 1850, où il a fait nettement plus froid que durant toute cette période de 6-7 000 ans. Et il se trouve que nous avons des arbres, enfin des chênes notamment, qui ont connu cette période-là. Et donc il est intéressant, et qui sont encore vivants aujourd'hui, de regarder de près ces arbres-là pour savoir si on peut tirer une leçon de la manière dont ils ont traversé cette période. Voilà donc une référence au passé, à différentes échelles de temps, mais ces deux échelles de temps seront tout particulièrement rappelées dans mon exposé. Et puis je traiterai dans mon exposé essentiellement de chênes, d'une part parce que ce sont les espèces sur lesquelles personnellement j'ai eu le plus d'expérience et de données, et ils représentent également, et c'est encore apparu tout à l'heure au cours de l'Assemblée générale, que les chênes représentent quand même un élément majeur de notre forêt en France. Diapo suivante. Alors je vais procéder pour traiter cette question, je vais procéder en 4 points. La première, c'est un regard sur le présent. Qu'est-ce qu'on sait de l'impact du climat sur les forêts? Un état des connaissances, juste brut, quel est l'effet actuel qu'on connaît, qu'on peut visible dans nos forêts du climat sur les forêts. Après, je vais me tourner vers le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut tirer des leçons du passé, comme je l'ai déjà dit en introduction? Et je vais d'abord me placer sur un passé plutôt long, au cours duquel il y a eu ces grands changements climatiques. Et puis, mon close-up, finalement, mon focus, dans une troisième étape, a porté sur une échelle de temps plus courte, notamment depuis le petit âge glaciaire jusqu'à l'échelle actuelle, parce que j'appelle ça contemporain, au sens où ça correspond à peu près aux échelles de temps qui nous concernent aujourd'hui par rapport au changement climatique. La plupart des questions, des scénarios que l'on évoque de le GIEC ou autres se placent dans le siècle à venir, pratiquement. Et donc là, on va aller 1 ou 2 siècles en arrière pour voir ce qui s'est passé depuis le petit âge glaciaire. Et puis, à partir de ce rappel, de l'état actuel, du passé long, du passé plus récent, je vais essayer de tirer quelques enseignements sur ce qu'on pourrait dire sur l'évolution actuelle et future. Voilà, c'est ces 4 points finalement qui vont structurer ma conférence. Alors, au début de chaque point, je vais tout de suite donner les résultats principaux. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'impact du changement climatique sur les forêts ou sur les arbres? J'évoque ici 5 points. Le premier concerne la migration, le déplacement des arbres. En réponse, toutes les espèces non domestiquées se déplacent. On estime que à peu près 90% des espèces non domestiquées se sont déjà déplacées. Alors, la distance varie selon les espèces depuis que le changement climatique a commencé. Les arbres aussi. Le deuxième point, c'est la phénologie. Donc, c'est le rythme de fonctionnement des arbres durant la saison de végétation. Ce rythme est bousculé également, modifié par le changement climatique. Le troisième, c'est la croissance et la productivité des arbres. Le quatrième, c'est la reproduction. Et puis, également, il y a tout ce qu'on peut observer en termes de mortalité et de dépérissement. Ça a également été évoqué tout à l'heure dans la présentation. Je vais maintenant illustrer chacun de ces points par quelques résultats qui venant à l'appui des conclusions qu'on a trouvées pour chacun de ces points. La migration. Diapo suivante. La migration, alors là, on sait, pour voir quelle est l'étendue actuelle, c'est des données contemporaines de la migration, on s'est penché sur le cas du chêne vert. Le chêne vert est surtout présent au sud-est de la France, mais on le trouve également depuis le Pays Basque jusqu'au golfe du Morbihan, sur une frange côtière assez étroite. Et il y a pas mal de forêts domaniales et d'autres forêts tout le long. Et donc, pour connaître un peu s'il y a eu ou s'il y a migration de cette espèce, on a étudié les documents d'aménagement des forêts domaniales. Alors, dans les documents d'aménagement, qui sont généralement renouvelés tous les 20-30 ans, comme vous le savez, on fait une description des parcelles. Et ces descriptions des parcelles mentionnent la composition de la parcelle en espèces. Diapo suivante. Donc, à partir de ces données, je cite ici l'exemple de 2 forêts, la forêt domaniale d'Ourtin et de Laune-sur-Mer.
avec le parcellaire en question, et quand on a un parcellaire, une parcelle marquée en verte, c'est-à-dire on a noté la présence du chêne vert. Alors, le chêne vert est plutôt considéré par les forestiers locaux comme une mauvaise herbe. Donc, a priori, ces données-là sous-estiment d'une certaine manière un peu la présence potentielle du chêne vert. Mais enfin, tout cela démontre que depuis finalement le début du XXe siècle, on constate une avancée progressive du chêne vert par simple migration naturelle, ce qui peut s'estimer de l'ordre de 30 mètres par an ou de 3 km par 100 ans. Je dis ces chiffres parce que je vais comparer ces chiffres à d'autres éléments par la suite. Diapo suivante. Alors voilà pour la migration, ça c'est un exemple, mais le problème pour ces migrations, c'est pas évident à étudier à nos échelles de temps. Il faut là, les documents d'aménagement le permettent. Dans d'autres cas, on peut étudier les vecteurs de migration, mais c'est beaucoup plus long à réaliser. Alors la phénologie, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui rythme finalement le fonctionnement d'un arbre depuis le débourrement au printemps. Donc vous avez la saison de végétation, la croissance de l'arbre, et puis à la fin de la saison de végétation, il rentre en dormance. Et donc il y a deux dates essentielles qui rythment ici ce fonctionnement. C'est le démarrage de la saison de végétation, qui est le débourrement, et la dormance, qui est donc l'arrêt de la saison de végétation. Et la différence entre ces deux dates vous donne, d'une certaine manière, la longueur pendant laquelle l'arbre fonctionne. Donc elle est physiologiquement active. Alors je vais vous montrer les résultats que nous avons. Alors on fait des observations, bien sûr, régulièrement sur des centaines, voire des milliers d'arbres au printemps, et on note donc l'état de développement des différents bourgeons, ce qui nous permet de dire, à l'un des stades de référence, quand les bourgeons sont ouverts, à tel stade, on estime que c'est des bourgeons. Et on fait la même chose alors au travers de la coloration des feuilles au début, à la fin de l'automne. Donc à partir de ces données, on peut donc regarder comment varie, diapo suivant, comment varie la date de débourrement. Alors la date de débourrement, ici elle est représentée sur l'axe des Y, c'est le nombre de jours depuis le 1er janvier, en fonction de la température de l'endroit où se trouvent les arbres. Donc on a fait ça essentiellement dans les Pyrénées, parce qu'on a utilisé ici un gradient de température spatiale qui nous renseigne en fait sur les variations qui risquent d'y avoir de manière temporelle par le changement climatique. Et donc vous voyez que à mesure que la température est plus chaude, il faut moins de temps pour débourrer. En prenant le chêne, dans le cas du chêne, vous voyez si la température moyenne est de 10 degrés, on débourre à la fin du mois de mars, alors que s'il est de 2 degrés, on débourre finalement pratiquement au mois de mai-juin. Donc, et cette courbe vous voyez, elle est linéaire, et donc on peut estimer que finalement un réchauffement de 1 degré en moyenne occasionnera un décalage de phénologie de l'ordre d'une semaine dans le cas du chêne, ici du chêne, alors c'est le chêne Cécile là, et vous voyez que selon les espèces, cette réponse n'est pas la même. Alors on peut faire la même chose pour la date d'arrêt de croissance, je ne vais pas vous, diapo suivante, vous la montrer, mais je vais directement aller à la durée de la saison de végétation, donc par soustraction de la date d'arrêt et de la date de démarrage, on peut avoir le nombre, la longueur de la saison de végétation totale. Et vous voyez ici l'augmentation, pareil, en nombre de jours de la saison de végétation, c'est le nombre de jours de la saison de végétation en l'axe des Y, la température moyenne du site. Et vous voyez encore une fois que le chêne a la pente la plus forte. En d'autres termes, 1 degré finalement de réchauffement occasionnerait une augmentation de la saison de végétation de 15, pratiquement de 2 semaines. Donc voilà un impact également donc, sur la phénologie. La diapo suivante, le troisième point c'était la croissance, on va passer plus vite, donc on mesure cela bien sûr soit avec des carottes de sondage, soit sur les scènes directement. Malheureusement c'est du pain maritime, enfin ici, parlant de chêne, j'en suis désolé, mais enfin je prends cette photo pour illustrer des fois aux non spécialistes comment on mesure la croissance, quoi. Donc diapo suivante. Alors, vous avez ici représenté la productivité des chênes. Ici, c'est en Allemagne et ça date de cette année, mais j'ai pris cette figure parce qu'elle illustre très bien, en fonction finalement de
des peuplements et des mesures qui ont été réalisées. Donc, pour les peuplements en place post-1950, entre 1950 et 2020, vous voyez la productivité par rapport à des arbres qui étaient en place de manière beaucoup plus ancienne, au même âge. Hein. Et donc, on note une productivité beaucoup plus importante. Hein. Et c'était le cas un peu pour toutes les espèces d'ailleurs. On s'est aperçu cela dans les années 80-90, que finalement toutes les espèces poussaient plus actuellement qu'elles ne le poussaient il y a à peu près un siècle. Cela dit, les modèles de croissance, comme on connaît bien les gens qui travaillent en modélisation de la croissance, ont des lois statistiques assez éprouvées entre la productivité et le climat, et la plupart prédisaient que ça risque de continuer encore jusque vers 2050, à époque à laquelle ça risque de changer et de chuter à cause de la mauvaise répartition des précipitations au cours de l'année et de la sécheresse qui sera de plus en plus prononcée, qui aura donc un effet négatif. Et quand on regarde les courbes les plus récentes, alors ici, la diapo suivante, ici c'est ici d'une étude qui a été menée sur différentes espèces de chênes, on distingue, vous voyez, déjà pour le chêne Sicile, une légère décroissance de la productivité. Alors les méthodes ne sont pas les mêmes. Tout à l'heure, c'était basé sur des carottes de sautage. Ici, c'est des résultats qui viennent de l'IFE. Mais globalement, on avait encore, pour la plupart des espèces, on avait cette croissance. Et bien sûr, cette croissance, on l'interprète, diapo suivante, comme un effet, cette augmentation de la productivité, elle est le résultat de l'effet combiné changement climatique par l'augmentation de la température, du CO2, mais également de la longueur de la saison de végétation, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Les arbres poussent plus longtemps aussi, et puis également, on pense qu'il y a également un effet des dépôts azotés qui peuvent constituer des fertilisants pour les arbres en question. Mais toujours dit que tous ces effets combinés ont contribué à cette augmentation de croissance que l'on voit. Le troisième point est la fructification. Alors, la reproduction, la fructification est effectivement un élément important pour l'adaptation, le maintien des espèces. Il faut bien sûr que l'espèce puisse se renouveler, se reproduire. Donc, ces mesures et ces observations sur la fructification sont importantes. Et donc, diapo suivante, on s'est aidé finalement du réseau René Coffort qui avait été mis en place à la fin des années 90 quand il y avait le problème des puits acides. Donc c'est un réseau d'observation, enfin vous le connaissez peut-être sans doute, ce réseau. Et donc sur plus de 30 stations, on a suivi depuis les années 90, depuis 94, régulièrement le nombre, les quantités de graines qui sont tombées. Et chez le chêne pédonculé, chez le chêne Sicile, et diapo suivante, quand vous voyez les résultats, que vous regardiez l'évolution finalement de la production de graines en fonction de l'année depuis, disons, les années 90, au coup où vous exprimiez ces variations par rapport à la température, on voit une augmentation également du nombre de graines produites par année. Donc, le changement climatique a également un effet positif ici sur la reproduction. Et diapo suivante. Alors, c'est une autre, j'ai trouvé ces données plus récemment chez le Hêtre, en Angleterre, qui ont finalement un rappel des données longitudinales beaucoup une plus longue période de temps. Globalement, on perçoit également un léger accroissement. Vous voyez plus le rythme, là, ce qu'on appelle avec le masting, comme les glandés, qui est plus prononcé en Angleterre que chez nous. Mais enfin, ça va dans le même sens. Diapo suivante. Alors voilà, donc on a vu un peu tous les migrations, phénologie, croissance, etc. Il reste la réponse quand il y a un événement extrême, ce sont des effets totalement négatifs et létaux qui se produisent et on a des dépérissements et des mortalités importantes, qu'il s'agisse des réponses à la sécheresse, aux incendies, aux tempêtes. Je pourrais utiliser pour chacun de ces événements extrêmes un résultat, mais vous en êtes parfaitement conscient et vous le savez. Et donc, ça peut également être les populations d'insectes et les scolites, le nombre de cycles qui risquent d'augmenter avec le changement climatique, les maladies introduites, etc. Diapo suivante, bon, et vous voyez par exemple les dégâts de sécheresse, j'ai regardé un peu les données qui étaient fournies par l'Office des forêts à la suite de la sécheresse. On a eu 3 années
2018, 2019, 2020 très sèche, 2021 un peu moins, et de nouveau cette année. Et donc, on voit apparaître des mortalités et des dépérissements. Diapo suivant. Alors, si on voulait faire un résumé, j'essaie de résumer chacun de ces 4 points par quelques éléments un peu de synthèse. Si on considère le changement climatique au travers d'une variation, une augmentation continue et incrémentale de la température et du gaz carbonique. Si on considère cet effet-là, eh bien ces effets-là ont plutôt un effet positif sur les arbres. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Augmentation de la croissance, augmentation de la saison de végétation, augmentation de la productivité. Cela dit, si vous prenez les effets, le changement climatique au travers des événements extrêmes, alors là c'est la catastrophe. On a plutôt des effets létaux qui sont générés par ces événements extrêmes. Et malheureusement, ces événements extrêmes, la fréquence risque d'augmenter, du coup on risque de tomber dans des variations continues des événements extrêmes, et donc on va être dans des effets d'autant plus négatifs. Voilà, donc ça c'est le premier point pour faire un résumé rapide un peu ce qu'on sait de l'impact du changement climatique sur les arbres. Maintenant, je vais aborder mon deuxième point. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon du passé? Alors là, comme leçon par rapport aux réponses adaptatives des arbres à des changements climatiques. Alors je vais être obligé de faire quelques rappels un peu sur l'évolution du climat, et je vais aller assez loin, diapo suivante. En fait, le climat en Europe, depuis 2-3 millions d'années, depuis en fait le début du Quaternaire, est rythmé par des séquences de froides, qu'on appelle glaciaires, et des séquences interglaciaires qui sont des périodes chaudes. Pour résumer, en gros, une période froide dure à peu près 100 000 ans, une période chaude dure de 10 000 à 20 000 ans. Et il y en a eu plus d'une quinzaine depuis que tout ça s'est mis en place. Et c'est résumé un peu sur cette figure-là. Vous êtes ici à 450 000 ans, hein, et on est à l'époque actuelle ici. Évidemment, c'est les variations de température. Les périodes froides et les périodes chaudes sont en gris. Vous voyez, quand il y a une période froide, la température est plus basse de 6 à 7 degrés. Et nous sommes donc aujourd'hui quelque part par ici. Quand on est en période froide, voilà l'aspect qu'a l'Europe. Quand vous distinguez la carte, vous voyez que le nord de l'Europe est pratiquement couvert, pratiquement jusqu'à Hambourg, le nord de l'Allemagne est couvert de glace. Après, on a des steppes et des toundras, et puis on a des steppes plus sèches au sud de l'Europe. Et puis ça, c'est quand on est en période chaude. Alors, il faut imaginer que ces arbres ont été soumis à ces climats de manière récurrente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était en période froide, ils ne pouvaient pas vivre dans le nord de l'Europe, donc ils vivaient dans le sud. Et dès que ça se réchauffait, eh ben, on repartait vers le nord. Et donc, ces espèces ont fait plus de 15 fois ce yo-yo. Bien sûr, sur des échelles de temps très importantes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce mouvement, et comment ont-ils pu recoloniser à chaque fois l'Europe? Alors bon, une autre photo pour vous montrer l'Europe quand on va dans la période froide, mais je vais tout de suite arriver le réchauffement climatique durant l'Europe. Et je vais surtout également me concentrer sur le dernier réchauffement, qui est celui, enfin, de la dernière période interglaciaire, donc qui a commencé il y a à peu près 15 à 18 000 ans. Alors pareil, donc je vais essayer de résumer les leçons, disons, sur le passé long, hein, en 5 points. Qu'est-ce qu'on a appris? Un, qu'à chaque fois que ces espèces ont recolonisé, elles l'ont recolonisé beaucoup plus vite qu'on n'en pouvait l'estimer à partir de la connaissance biologique des vecteurs de migration. Il y a eu à chaque fois adaptation locale, c'est-à-dire une fois qu'une espèce s'est installée, une population s'est installée à un endroit donné, elle s'est localement adaptée. Je vais arriver sur cette notion plus tard, je vais détailler chacun des points. Le troisième point, c'est que ces espèces, je parle du pluriel, hein, et comme j'ai déjà montré précisément, il y a plusieurs espèces de chênes, il y a une vingtaine d'espèces en Europe. Ces espèces ont échangé des gènes entre elles.
Et donc ça a permis, comme on va le montrer tout à l'heure, à une espèce de récupérer chez une autre des gènes qui lui permettaient de s'adapter. Vous pouvez prendre une analogie dans le domaine humain. Vous savez, on sait maintenant depuis quelques années que nous avons tous dans notre génome de 2 à 5% qui viennent de l'homme de Néandertal, qui n'existe plus. Mais ces 2 à 5% ne sont pas du tout anodins. On sait aujourd'hui qu'ils nous ont permis de nous adapter, enfin Homo sapiens venant de l'Afrique, de s'adapter au froid en Europe. Là, c'est un peu la même chose. Sauf que là, vous avez plusieurs partenaires. Et donc, les échanges peuvent être beaucoup plus riches pour finalement récupérer sur l'un ou l'autre des gènes pour s'adapter. Entre parenthèses, nous n'avons malheureusement plus, Homo sapiens, cette opportunité de récupérer des gènes chez une autre espèce. Dans notre genre, nous sommes l'unique espèce. Le quatrième point, c'est qu'en dépit de ce mouvement de yo-yo, quand vous migrez, vous ne pouvez que perdre en diversité. Et comme ils ont migré dans différents sens, eh ben, on peut montrer aujourd'hui que malgré cette migration, ces espèces n'ont pas perdu de diversité. Or, la diversité est un élément essentiel à l'adaptation. Je reprends un autre exemple humain. Si vous comparez la diversité génétique d'une population humaine européenne par rapport à la diversité génétique en Afrique, donc qui est finalement la population source des populations européennes, nous avons moins de diversité génétique en Europe des populations humaines qu'en Afrique. Et c'est dû à la migration. Parce que les personnes qui migrent, la population qui migre ne peut être qu'un sous-ensemble de la population source. Et donc on ne peut que perdre en diversité. Alors on verra tout à l'heure que les arbres ont permis de maintenir, par des processus qui leur sont propres, de maintenir de la diversité. Le dernier point quand même que j'aimerais, sur lequel je voudrais insister aussi, c'est qu'il n'y a pas eu d'extinction récente. Alors quand je dis récente, c'est depuis le dernier réchauffement post-glaciaire. Il y a eu des extinctions quand ces cycles se sont mis en place au tout début, donc à peu près il y a 3-4 millions d'années. Il y a eu des extinctions massives d'arbres à cette époque-là, mais il n'y en a pas eu par la suite. Et pas depuis le dernier réchauffement climatique. Le dernier réchauffement qui a fait l'objet de 6 degrés de réchauffement, hein, bien sûr, sur 15 000. Bon, je vais revenir sur ces différents points, très rapidement. Alors, la recolonisation post-glaciaire des chênes, comment on peut l'étudier grâce au reste de pollen fossile. Hein, les arbres ont laissé du pollen, des grains de pollen, et les grains de pollen ont des enveloppes qui sont assez dures, qui se maintiennent dans les sols. Si vous faites une carotte dans un sol, notamment dans les tourbières, vous trouverez toute une population de pollen, et les espèces ont des formes de grains de pollen qui leur sont spécifiques, ce qui nous permet de dire si une espèce était présente à une époque donnée à différents endroits. Et donc vous avez ici les points verts indiquent la présence des chênes il y a 15 000 ans, 14 000 ans, 13 000 ans, c'est par séquence de 1000 ans. Hein. Et diapo suivante, et vous voyez qu'à peu près à partir de 6-7 000 ans, eh ben, ces chênes occupent à peu près le territoire qu'ils occupent actuellement. Donc, si on résume, on peut résumer ces courbes par des tranches finalement de territoires qui étaient occupés à différentes époques par les chênes. Il y a 13 000 ans, il y a 12 000 ans, chaque couleur correspond à une tranche de 1000 ans. Et vous voyez que les tranches sont beaucoup plus serrées autour des Alpes et des Carpates, parce que c'était des obstacles à la migration. Ça allait beaucoup plus vite à l'ouest, hein, parce qu'il y avait des plaines. Et donc on estime que c'est allé à 400 mètres par an, hein, en moyenne. Hein. Il y a eu des accélérations à certaines périodes, mais en moyenne sur cette période de la migration post-glaciaire, c'est allé à 400 mètres par an, ce qui est beaucoup plus large, plus important que la vitesse qui serait due aux vecteurs de migration par les jets ou par les rongeurs, ou qui on estime être à peu près à 100 mètres par an. Diapo suivante. Alors ça, donc, c'est allé beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. La deuxième chose, il y a eu adaptation locale. Qu'est-ce que ça veut dire adaptation locale? Ça vous paraît peut-être un peu trivial, mais si je compare une population de chênes ici avec une autre population de chênes venant d'ailleurs, eh ben celle qui est le mieux adaptée ici
n'est pas une population qui vient d'ailleurs, c'est celle qui est originaire d'ici. Okay. Pour le vérifier, ça veut dire que les populations, les chênes se sont adaptés à l'endroit où ils sont arrivés depuis qu'ils existent. Alors pour le vérifier, on a récolté tous les points rouges des glandes pendant toute l'Europe dans les années 90, dans plus de 116 forêts, et on a installé toutes ces populations, une collection donc de 116 lots d'origine de population, dans tous les points noirs. Donc dans un même endroit, on teste des populations venant de toute l'Europe. Et on fait ça à plusieurs endroits. Donc du coup, on peut, diapo suivante, on peut après voir, notamment en regardant la survie, avec des plans, quelle est la réponse en termes de survie des populations selon la distance où on les a transférées, puisqu'on les a rassemblés à un même endroit donné. Donc on a transféré une population d'un climat chaud, par exemple, à un climat froid, et on peut montrer qu'en moyenne, alors bien sûr il y a beaucoup de variations, mais cette valeur est maximale, la survie est maximale quand la migration est minimale, quand on les a transformés par le moins de distance. Ça veut dire que c'est les populations locales qui sont les mieux adaptées, donc il y a eu adaptation locale. Le troisième point, c'est cette histoire que j'ai évoquée déjà tout à l'heure, d'échange de gènes. Alors vous savez, chêne sessile et pédonculé, hybrides, et ça se fait surtout dans le sens pollen sessile vers ovule pédonculé et moins dans l'autre sens. Et donc ça, on a pu le vérifier en faisant des croisements, etc. Mais diapo suivante, ce que nous avons fait ici dans cette expérimentation-là, on a étudié différentes populations de chênes sessiles venant de toute l'Europe d'un gradient latitudinal et puis d'un gradient altitudinal également dans les Pyrénées, récoltés à différents endroits et à différentes altitudes, donc venant de climats plutôt chauds au sud versus froid au nord, chaud à basse altitude versus froid à haute altitude. Diapo suivante. Et on s'est aperçu que finalement les populations qui étaient en haute altitude, donc ces deux populations pyrénéennes en haute altitude, et en haute altitude dans l'autre à la vallée d'Ossau et dans la vallée des Gardes, et en haute altitude, avaient la proportion de gènes, ça c'est la proportion, je vous ai dit tout à l'heure que l'homme on a de 2 à 5% de gènes venant de Néandertal. Ici c'est la proportion de gènes qu'a une espèce donnée venant de notre espèce. Le chêne sessile, puisque c'est toutes les populations de chêne sessile, et ben le maximum de gènes venant d'une autre espèce se montait à 25% ici. Oui, une petite parenthèse, quand on analyse le génome, par exemple du chêne sessile ou du chêne pédonculé, il n'est jamais sessile ou pédonculé à 100%, comme je faisais la comparaison tout à l'heure avec l'homme. Chez les chênes, en moyenne, vous avez de 10-15% de gènes qui viennent d'une autre espèce. Et des fois d'une autre espèce qui n'est plus présente aujourd'hui. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que dans plusieurs chênes qui sont dans le nord de la France, on a des portions de chênes tausins qui n'existent plus là, mais qui existent dans le sud de l'Europe, et il s'est sans doute dans le passé hybridé avec les chênes tausins et récupéré des gènes de chênes tausins. Dans tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est que les chênes sessiles qui étaient le plus haut en latitude ou en altitude ou en latitude ont tous des proportions de gènes venant du pédonculé plus importantes. Or, on sait que le pédonculé vit dans des milieux beaucoup plus septentrionaux. Il existe, finalement, il est présent pratiquement jusqu'au niveau de l'Oural, et on sait qu'il est mieux adapté au froid. Et donc là, typiquement, le chêne sessile, pour finalement pouvoir migrer en haute altitude ou en haute latitude, a utilisé les gènes qu'il a récupérés historiquement du chêne pédonculé pour s'adapter à ces climats. Donc ces résultats-là démontrent cette histoire, ce qu'on appelle dans notre jargon l'introgression adaptative, le fait de récupérer des gènes chez une autre espèce pour s'adapter. Diapo suivante. Alors, je vous parlais de diversité tout à l'heure. Ça, c'est des mesures. Ces chiffres-là indiquent des mesures faites de diversité sur à peu près 19 000 gènes chez le chêne sessile. Et vous voyez que
que vous compariez des populations du sud de l'Europe ou du nord de l'Europe, ces chiffres sont du même ordre de grandeur. Ils ont maintenu une diversité, quel que soit l'endroit où on se situe. Le dernier point, je pense, c'est cette histoire de dernier point. Diapo suivante. Ah oui. Oui, on va aller plus vite. Diapo suivante. Le dernier point concerne l'absence d'extinction. Je dis qu'il n'y a pas d'extinction récente. Il y a eu une extinction majeure quand les cycles de glaciaires et interglaciaires se sont mis en place, c'est-à-dire il y a à peu près 2-3 millions d'années. Vous avez ici représenté, sur ces diagrammes, le nombre d'espèces en noir qu'il y avait à la fin du tertiaire, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Et en blanc, le nombre d'espèces qu'il y a aujourd'hui. Il y a aujourd'hui 4 fois moins d'espèces d'arbres en Europe qu'il y en a en Amérique du Nord ou en Asie, alors qu'il y en avait autant à la fin du tertiaire. Quelle est l'explication? L'explication généralement admise, c'est que en faisant ces mouvements de yo-yo, en Europe, les arbres étaient handicapés par la présence d'obstacles majeurs qui sont les montagnes et qui sont orientés est-ouest. Les Pyrénées, les Alpes, les Carpates ou même la mer Méditerranée. Donc tout cela constituait des obstacles et a limité la migration. Du coup, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu migrer. Ou finalement, qui se sont éteints. Et vous avez ici, en rouge, une comparaison des espèces présentes actuellement en Europe par rapport à celles qui sont présentes en Amérique du Nord. Donc cette extinction, elle a eu lieu au tout début, quand ces cycles se sont mis en place, mais il n'y a plus d'extinction au cours des derniers cycles de réchauffement. Okay. Le tri a été fait au début, et il n'y en a eu plus par la suite. Donc, à retenir un peu, qu'est-ce qu'on peut tirer comme message un peu de ce rappel? On ne peut pas dire qu'il y a des évolutions de type catastrophique durant ces réchauffements qu'il y a eu. Il y a eu on a pu mettre en évidence des mécanismes un peu originaux d'adaptation sur le temps long, ce qu'on appelle cette interrogation adaptative. Et on peut également mettre en évidence le maintien d'un potentiel adaptatif durant ces cycles de réchauffement, qui sont notamment représentés par le maintien d'une diversité génétique importante. Voilà pour le passé long, mais vous me direz, ça s'est passé sur un passé très long, et aujourd'hui nous sommes sur des autres échelles de temps. Et bien, voyons ces autres échelles de temps qui sont beaucoup plus récentes. Donc là, je vais vraiment m'intéresser à l'évolution, ce que j'appelle contemporaine, donc depuis finalement l'Anthropocène, depuis l'ère industrielle, et puis je vais même considérer si on peut voir des changements génétiques ou adaptatifs d'une génération à la suivante. Donc c'est ces deux échelles de temps que je vais considérer là, et donc diapo suivante. Et donc je vais rappeler un peu, quand je parle de l'Anthropocène, je vais m'intéresser, enfin un peu plus tôt, à la fin de l'âge glaciaire, ici, j'avais représenté ici les variations de température en fonction du temps. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il a fait beaucoup plus froid entre 1450 et 1850, grosso modo, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Et puis le réchauffement climatique que nous connaissons actuellement a commencé dès 1850, d'ailleurs. D'ailleurs, évidemment, les climato-sceptiques, il y a 2-3 décennies, pensaient que le réchauffement en cours était encore la récupération à la suite du petit âge glaciaire. Mais enfin, on ne va pas discuter de cela maintenant, on va s'intéresser à la manière dont les arbres ont réagi à ces variations de climat, donc un climat froid et une transition avec un climat chaud. Alors, quelques rappels un peu sur cette période glaciaire, petit âge glaciaire, diapo suivante. Que sait-on du petit âge glaciaire? Il y a différentes... tout le monde est aujourd'hui d'accord sur l'occurrence de ce petit âge glaciaire. Il y a différentes explications physiques, climatiques, sur l'occurrence de ce petit âge glaciaire, et ce n'est pas le moment d'en discuter ici. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est la réponse des arbres. Mais ce qu'on peut dire tout de même, que c'était une planète beaucoup plus froide, et qu'elle était marquée par des périodes extrêmes en termes hivernales, comme également événements extrêmes en été,
avec des changements certes plus importants généralement en hiver, et à l'intérieur du petit âge glaciaire, il y a eu deux périodes encore plus froides, la fin du XVIIe siècle et la première du XIXe. Enfin, tout à l'heure, quelqu'un a évoqué le roi Ladurie, il a écrit beaucoup sur le climat et on a reconstitué notamment, enfin j'y arriverai par la suite, on s'est inspiré de ses ouvrages pour avoir des repères climatiques dans nos analyses. Et puis il y a des effets documentés également sur les arbres, en termes notamment le déplacement de la tree line dans les pays scandinaves. On a pu montrer notamment que cette tree line avait bougé. Alors, comment on peut étudier l'impact de cette transition climatique sur les arbres et voir s'il y a eu effectivement adaptation? Pour cela, on a essayé de repérer des cohortes, enfin des parcelles, qui ont des âges différents et correspondant finalement à des époques où il y a eu des climats différents. C'est ainsi qu'on a pu, par exemple dans la forêt de Tronchet, travailler sur la futaie Colbert, qui est la plus ancienne, qui a plus de 340 ans. Et donc on a pris également d'autres parcelles, 170 ans, 60 ans, 12 ans, tout ça pour avoir différents repères au cours de son changement de climat. La question posée est donc, est-ce qu'il y a génétiquement des différences entre ces arbres qui ont connu ces climats différents? Et donc on a fait ça en étudiant tout le génome, on a séquencé le génome entier pour voir s'il y a des différences entre les arbres, disons, entre ces différents corps. Et en même temps, on s'est posé la question, et s'il y a eu des différences au niveau du génome, est-ce qu'elles se sont transmises sur des caractères? Est-ce que ça s'est concrétisé par des changements en termes de croissance, de phénologie ou autre? Donc on a récolté des graines, on les a élevées dans des tests comparatifs pour voir s'il y a eu des changements. Diapo suivante. Alors pourquoi un peuplement de 340 ans? Parce que le peuplement de 340 ans, les arbres qui ont 340 ans, ont non seulement connu le climat il y a 340 ans, mais ils ont également connu des climats plus récents. Alors pourquoi est-ce qu'ils peuvent mieux renseigner sur l'époque il y a 340 ans que sur l'Europe actuelle? Ça c'est dû au fait que ces peuplements ont été menés en futaie équuyenne, donc on sait très bien que quand il y a régénération naturelle, il y a une densité de semis qui est énorme, qui peut aller jusqu'à 1 million de semis à l'hectare, et finalement vous avez une élimination par sélection naturelle très importante au cours des 10 premières années, et ça peut chuter jusqu'à 50 000. Ça veut dire que 95% des arbres, des semis, sont éliminés dès les 10-15 premières années. Donc l'effet génétique sélectif, il est beaucoup plus prononcé au stade juvénile. Donc les arbres qui aujourd'hui ont 340 ans ont surtout en fait été sélectionnés il y a 330 ans. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent nous renseigner sur ce qui s'est passé au plan sélectif et évolutif il y a 350 ans. Diapo suivante. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour étudier cela, on a séquencé le génome, c'est plus de près d'1 milliard de caractères pour chaque individu. Enfin bon, maintenant avec des moyens informatiques, les choses sont plus simples. Enfin, diapo suivante, je ne vais pas aller dans le détail, mais voilà. Donc, on s'est intéressé de savoir si dans le génome, il y a eu des variations entre 1680 et 1850, ce que j'appelle un delta. Si rien ne se passe, s'il n'y a pas de sélection, ni rien au plan évolutif, ni d'incendie, ni de catastrophe, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de changement, que le delta soit nul. Okay. En plus, on a regardé si ces variations qu'on observe là, entre 1680 et 1850, sont également maintenues à l'époque suivante ou pas. Okay. Et donc, pendant plutôt la période froide, et donc, en principe, si rien ne se passe, on s'attend à ce que ce soit zéro. Et bien dans les trois forêts, c'est positif et ça va dans le même sens. Quand je considère la période froide. Quand je considère la période chaude, diapo suivante, donc je fais la même chose ici en prenant les autres échelles de temps. Donc c'est des variations de proportion de fréquence de gènes dans le génome, sur des millions de caractères pendant la période chaude. Ça va dans le même sens dans deux forêts, et là, ça a Tronchet, qui est dans le climat plus continental, ça a déjà changé. Quand je vais diapo suivante, quand je compare maintenant entre la période froide et la période chaude, ben on change de direction.
on ne va plus dans le même sens, on se réoriente. Ça veut dire que le fonctionnement, les événements qui ont eu cours, les pressions de sélection qui ont cours, entre périodes froides et périodes chaudes, ont réorienté l'évolution des arbres au niveau de leur génome, au niveau donc, du changement des fréquences alléliques. Diapo suivant. Alors, du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a eu aussi un effet, un impact sur les caractères, sur la croissance? C'est pour ça qu'on a récolté des descendants et on les a élevés en pépinière pour savoir s'il y a eu des différences. Entre parenthèses, vous avez ici, j'ai pris l'exemple de la forêt inversée, des périodes pendant lesquelles on pense qu'il y a eu régénération naturelle qui était la base de nos cohortes qu'on a analysées, celle de 1680. D'après les données, on a sondé un certain nombre d'arbres, entre les plus jeunes et les plus, il y avait de l'ordre de 20 à 30 ans. Donc on pense que c'était ça la période de naissance de ces peuplements, et ici dans les deux autres cohortes. Et vous avez ici les températures moyennes entre ces différentes cohortes pendant ces périodes. En fait, ça a changé, comme vous pouvez voir, pour la température moyenne a peu évolué pendant la période froide, on est resté froid, et après, il y a eu pratiquement presque 0,7-0,8 degrés entre 1850 et aujourd'hui. Diapo suivant. Et donc on a suivi également en pépinière les descendants pour voir s'il y a eu des effets. Et vous voyez ici entre Tronchet, donc 360, qui est le peuplement qui est la plus vieille cohorte, les arbres, les semis n'avaient pas encore débourré, Tronchet 50, les arbres avaient déjà totalement débourré. Donc on a mesuré tous ces caractères chez les descendants, des caractères de croissance, des caractères de phénologie, et également des caractères physiologiques. Donc on s'est posé la question, est-ce que entre ces différentes cohortes, leurs descendants, donc testés dans les mêmes conditions, là c'est des différences génétiques, c'est pas des différences phénotypiques, c'est des différences dues à l'évolution. Ben, quand on regarde ces résultats, et ben, voilà, vous avez ici tous les... Alors malheureusement c'est écrit en anglais, vous avez représenté ici tous les caractères qu'on a mesurés, et ceux qui ont une étoile rouge correspondent à ceux qui ont varié génétiquement à cause de la température. Donc ça c'est le débourrement, ça c'est la sénescence des feuilles, donc ça c'est la phénologie, la marcescence c'est la phénologie, et la croissance, hauteur ou diamètre, et tous les autres caractères qui sont plutôt de nature physiologique, on n'a rien détecté de variation. Diapo suivante. Et même ce qui est symptomatique dans les trois forêts, on essaie de représenter les variations entre périodes chaudes. Est-ce que les arbres ont changé pendant la période chaude? Ben, pendant la période chaude, ils ont tous poussé plus, et pendant la période froide, ils ont tous poussé moins, génétiquement, que ce s'agisse du diamètre ou de la hauteur. Donc, ça, c'était au cours de l'Anthropocène, de cette transition climatique entre période chaude et entre période froide et période chaude. Là, il y a une deuxième échelle de temps sur laquelle on a travaillé, qui est beaucoup plus rapprochée, qui est d'une génération à la suivante. En se posant toujours la même question, est-ce qu'on voit des changements génétiques de nature adaptative d'une génération à la suivante? Alors, pour cela, on a travaillé dans un peuplement que l'on étudie depuis maintenant plusieurs décennies, qui est dans l'ouest de la France, la forêt domaniale de la Petite Charny. Diapo suivante. Donc on a travaillé sur deux générations. On a comparé deux générations. Ça c'est la génération parentale, des arbres qui avaient à peu près 100 ans. Il y a une coupe d'ensemencement qui avait été faite en 1989, la coupe définitive en l'an 2000, et ça c'est la régénération, pratiquement 20 ans après. Vous voyez d'ailleurs encore une souche. Et donc voilà, donc on a comparé ces deux générations, génétiquement. Donc vous pouvez ici représenter une autre représentation des arbres. En rouge, le chêne, c'est un peuplement mélangé, le chêne sessile, chêne pédonculé. En rouge, le chêne sessile. En vert, le chêne pédonculé. Alors bien sûr, là on avait échantillonné tous les arbres adultes lors de la coupe d'ensemencement. Et ici, c'est des semis, on a échantillonné un arbre tous les 3 mètres. Et donc, on a, diapo suivant, pour étudier génétiquement ce peuplement, on a retracé tous les liens de parenté. C'est-à-dire que pour chaque descendant, dans la régénération, la génération G2, on a essayé de trouver le papa ou la maman.
Donc on sait exactement, en faisant cela, on sait exactement pour chaque parent le nombre d'individus qu'il donne à la génération suivante qui sont encore vivants après la phase juvénile. C'est ce qui donne ce qu'on appelle la valeur adaptative. L'individu qui donne le plus de descendants survivants à un âge donné, c'est celui qui est le plus efficace en termes d'évolution. Il va s'imposer. Il va imposer les critères et les caractères qu'il comprend. Et déjà, à ce stade-là, on a essayé de savoir, pour chaque arbre, par exemple, je reprends ici un exemple, l'arbre rouge, c'est l'arbre parent. Okay. Pour cet arbre-là, voilà tous les descendants qu'on a trouvés. Donc il y en a plein qui sont autour, c'est sans doute des descendants dont il était là, l'arbre rouge était la maman, sans doute, hein, des graines qui ne se sont pas distribuées. Et puis de temps en temps, vous voyez les arbres qui sont beaucoup plus loin, et ça, c'est sans doute le résultat du pollen. Il a pollinisé. Nous, on n'a pas essayé de savoir s'il a contribué en tant que papa ou maman, on voulait savoir simplement s'il a contribué génétiquement. Et donc, pour tous les chênes sessiles et les chênes pédonculés, on a donc pu estimer le nombre de descendants efficaces encore survivants qu'il a produits. Le résultat est le suivant. En moyenne, hein, les cercles représentent le nombre d'individus qu'un parent a produit qui a été encore survivant à la génération suivante. Vous voyez que pour le chêne sessile, ce nombre moyen est beaucoup plus élevé en moyenne que chez le chêne pédonculé. Voilà les chiffres et les variations au maximum. Si bien qu'en résultat, à la génération suivante, quand on regarde diapo suivante à la génération suivante, et ben on voit que le rouge, au début, les deux espèces, la première génération, étaient à peu près présentes en fréquence égale. Et ben la génération suivante, le chêne sessile est beaucoup plus présent en nombre et en surface que le chêne pédonculé. Donc génétiquement et démographiquement, il y a une variation. Le chêne sessile a finalement envahi le chêne pédonculé. Alors, ça, on a répondu ici à la variation démographique, mais en plus, on voulait savoir est-ce qu'il y a des caractères qui ont également changé d'une génération à la suivante. Alors, pour ce faire, on a reconstitué non seulement toutes les relations de parenté entre descendants et parents, mais également entre les descendants entre eux, et aussi parce que les parents aussi, d'une certaine manière, ils sont hérités de générations précédentes, et bien sûr, ils sont très rarement pleins frères, mais on retrouve des relations de cousinage entre les différents arbres. Et donc, en ayant une relation complète de tous les apparentements, on peut génétiquement voir qu'est-ce qui change en termes de caractère d'une génération à la suivante. Et donc, du coup, on a mesuré, diapo suivante, plein de caractères, croissance, phénologie, physiologie, résilience, structure du bois, caractère morphologique, défense, qui sont posés, qu'est-ce qui, pour ces caractères-là, a changé génétiquement. Encore une fois, ce n'est pas phénotypiquement, c'est génétiquement d'une génération à la suivante. Alors, sur ces 56 caractères, diapo suivant, il y en a 21 qui ont changé. Encore une fois, tout ce qui est croissance, physiologie, un seul caractère de physiologie, une teneur en carbone plus faible, des feuilles légèrement plus denses. Des caractères morphologiques, alors c'était de la morphologie foliaire, en fait des caractères morphologiques qui sont plus diagnostiques chez les espèces, en d'autres termes, chez le sessile, c'est les arbres qui avaient tendance à avoir des feuilles plus sessiles qui étaient favorisées, et chez le pédonculé, ceux qui avaient des caractères morphologiques plus proches du pédonculé qui ont été favorisés. Et notre grande surprise, c'était de voir les métabolites secondaires. Donc c'est des tanins, tous ces métabolites qui sont dans le bois, et ben on a montré, quand on a pu voir, des variations d'une génération à la suivante. Alors ces tanins interviennent dans les relations finalement avec les autres espèces, notamment avec les insectes ou les champignons. Donc on a eu des changements génétiques sur tous ces caractères-là, et diapo suivante, et pas de changement. Rien sur la phénologie. Peut-être qu'il n'y a pas eu trop de changements environnementaux de pression de sélection entre ces deux. Très peu de choses, un tout petit peu sur des caractères liés au métabolisme de l'eau, rien sur la résilience, rien sur la structure du bois. Enfin, structure du bois, quoi, densité d'eau. Donc, on va essayer de résumer également cette partie-là.
donc à une échelle de temps plus contemporaine, plus courte. On peut quand même noter qu'il y a une évolution sur un nombre limité de générations. Quand je parle de il y a 300 ans, c'est pas si vieux que ça en termes de génération, hein, où on est dans des échelles de temps qui, encore une fois, qui nous concernent par rapport au changement climatique. On peut voir aussi que l'évolution peut changer de direction tout aussi rapidement. Si on passe du froid au chaud, on a vu que le génome, on a des changements, c'est aller dans l'autre sens. Si bien qu'on peut dire qu'actuellement, l'évolution qui est en cours actuellement est sans doute et vraiment pas celle qui a eu lieu lors du petit âge glaciaire. Pourquoi je dis ça? Parce que si on maintient de trop vieux arbres qui ont été sélectionnés sur d'autres climats plus froids, et que si ces très vieux arbres fécondent nos jeunes arbres aujourd'hui, ils peuvent entraîner un certain fardeau génétique. Vous voyez, l'évolution finalement, elle va plus vite qu'on ne pense. Et ces arbres-là ont été sélectionnés pour toute autre chose, pour le froid, la résistance au froid, ce qui n'est pas demandé actuellement. Enfin, ça pose cette question-là. Je ne dis pas qu'il faut couper les vieux arbres, entendez-moi bien. Mais ces résultats, ici, laissent à penser que, finalement, l'évolution va plus vite qu'on ne pouvait le penser au départ. Diapo suivant. Enfin, c'est toute la partie qui nous concerne le plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon entre tout ce qu'on a vu précédemment? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur l'évolution future? Donc, pour s'adapter, diapo suivante. Pour s'adapter devant un changement climatique, devant un changement de milieu, il n'y a que deux solutions possibles. Soit vous changez vous suivez le climat. Vous migrez, vous suivez le climat. D'accord? L'environnement ne change pas pour vous et bon, vous êtes toujours adapté à votre milieu. Soit vous restez sur place. Mais si vous restez sur place, il faut changer, il faut s'adapter. Et donc c'est un peu ces deux questions que auxquelles je vais m'adresser dans cette partie-là, diapo suivante. Donc je vais m'intéresser à la migration. Comment suivre le déclenchement du climat? Peut-on le suivre? Je vais m'intéresser à l'adaptation. Y a-t-il vraiment un potentiel adaptatif? Et puis, je vais poser la question quand même de l'hybridation. Parce que c'est quelque chose qui est spécifique aux arbres, tout particulièrement. Les arbres s'hybrident plus entre espèces que les plantes annuelles et que les animaux. C'est finalement un bagage de l'histoire évolutive que les arbres ont maintenu, qui fait partie de leur stratégie d'adaptation. Diapo suivante. Alors, je vais revenir sur la migration. Alors pour la migration, comment savoir combien il faudrait migrer? Pour cela, pour savoir de combien il faudrait migrer, on s'est aidé de la simulation, et notamment de la simulation des enveloppes bioclimatiques. On a essayé de savoir quel serait le climat, où se trouverait le climat, par exemple du chêne Cécile, dans différents contextes ou différents scénarios du GIEC. Ça, c'est la distribution du chêne Cécile actuellement. À partir de cette distribution, on construit une relation statistique climat-présence d'une espèce. Après, on prend un scénario du GIEC et on essaie de savoir où se trouverait cette enveloppe bioclimatique dans ce scénario. Alors, vous retrouvez une partie jaune qui correspond à la partie correspondante à ici, et une nouvelle partie verte qui correspond aux nouvelles zones qui deviendraient propices dans ce contexte climatique au chêne. Et la partie rouge ne serait plus propice au chêne. Et donc on a imaginé des scénarios de plus en plus sévères, juste pour savoir de combien finalement le climat se déplace. Ça donne une idée de combien le climat se déplace, hein, ces cartes-là. Et donc on voit globalement, pour suivre le climat, il faudrait que les chênes puissent se déplacer de l'ordre de 100 à 500 km selon la sévérité du scénario du GIEC. Donc ça, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Pour nous, c'est simplement, ça nous donne une idée de ce qui risque de se passer. Et pour nous, c'était d'avoir des éléments auxquels on puisse s'adresser pour savoir de combien il faudrait pouvoir migrer. Donc, diapo suivant. Alors,
Donc, d'après ces simulations que je viens juste de montrer, ces simulations voudraient que les arbres puissent migrer de 100 à 500 km pour suivre le climat. Nous avons vu tout à l'heure que la migration post-glaciaire, au cours de l'histoire, après le dernier réchauffement, se faisait à de l'ordre de 400 mètres par an. Donc, projeté dans le siècle à venir, ce serait donc 40 km. Nous avons vu au début, chez le chêne vert, en utilisant le chêne vert, les données du chêne vert, qu'on arrivait à des distances de migration de 3 km en 100 ans. Alors évidemment, tous ces contextes ne sont pas comparables. Hein. Ici, on se plaçait à une époque où il n'y avait pas l'homme. Ici, c'est de la simulation. Ici, c'est le chêne vert, un cas bien particulier. Mais ces échelles d'estimation sont tellement différentes qu'on peut aisément dire que la vitesse de déplacement du climat est trop rapide pour que l'espèce derrière puisse migrer naturellement et suivre le climat. Donc la migration, je ne pense pas que ce soit un des mécanismes possibles d'adaptation des chiens. Alors après, l'adaptation. Alors comme je vous ai dit, l'adaptation, comment on peut traduire ça? L'adaptation, c'est essentiellement la résistance aux événements extrêmes. Hein, si on considère la variation continue, température et CO2, ça se passe très bien pour les arbres. Mais l'adaptation, elle est mise en jeu quand il y a des événements extrêmes. Et donc pour ces événements extrêmes, on a essayé de les reconstituer, depuis 1670, on a essayé de voir quel était le nombre d'hivers extrêmes qui ont eu cours pendant toute cette période où on a suivi les arbres en question, donc depuis 1770, je fais référence ici aux 3 forêts qu'on a suivies précédemment, et donc ça c'est le nombre par décennie d'hivers extrêmes. Vous voyez que jusqu'à 1850, le climat a été marqué par plein d'hivers extrêmes, des fois 3 par décennie, et après, ça s'est nettement diminué. Et on sait, comme diapo suivante, oui, c'est encore diapo suivante encore, et il y a des écrits, il y a plein d'écrits historiques qui montrent qu'effectivement, quand il y a eu ces hivers extrêmes, on a eu des mortalités dans les forêts. On a eu des dépérissements. Là, j'ai sorti, alors le procédé des textes historiques qu'il faut fouiller dans différents ouvrages, mais je cite ici un certain nombre de références qui mentionnent ces mortalités. Alors, on ne sait pas comment, à chaque fois qu'il y a eu un événement extrême, les arbres ont récupéré. Est-ce qu'ils ont récupéré? Il faudrait pouvoir retourner sur ces parcelles, mais on n'a pas des données précises qui remontent à cette époque, qui nous permettraient de retourner sur les parcelles. Par contre, au siècle dernier, on a plus d'éléments, disons, de recul sur le siècle dernier. J'ai marqué ici les sécheresses extrêmes. Il y a eu moins d'hiver extrêmes, mais il y a eu des sécheresses extrêmes dans les 3 forêts, ici je mets Reynaud-Valieu, Bercé et Tronchet. Et bon, il y a des méthodes maintenant, enfin des données, des indices qui permettent de calculer ces sécheresses extrêmes. Et pareil, donc elles sont quantifiées ici par décennie depuis au cours du XXe siècle. Et en 1921, vous avez eu une sécheresse terrible. Hein. C'est sans doute, elle est plus importante que celle de cette année. Il y a eu plein d'ouvrages sur la sécheresse de 1921. Il a fait 43 degrés à Paris et la sécheresse a duré, duré très très longtemps au-delà de l'été lui-même. Donc il y a eu une sécheresse très forte en 1921. Dans les années 30, les années 40 aussi, et les années, bien sûr 1976, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ça, c'est les données objectives sur les sécheresses qui ont eu cours. Après, j'ai essayé de voir dans la littérature, est-ce qu'on sait, parce que là, comme on est au siècle dernier, on a des écrits sur les dépérissements des forêts, hein, dans la revue forestière ou d'autres ouvrages, les annales qui existent depuis la fin du 19e siècle, on devrait pouvoir trouver des références. Et bien, il se trouve qu'il y a eu une étude qui a été faite, diapo suivante, par Claude Delatour, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui a étudié, qui a fait un rappel historique des dépérissements de chênes en Europe. Qu'est-ce qu'il note? Quand est-ce qu'il y a eu des dépérissements? Les années 20.
de 21 à 26, sécheresse de 1921, c'est généralement décalé quelques années, on s'éloigne environ Île-de-France. Les années 40 et 42 à 50, voilà les régions dans lesquelles on avait noté finalement des dépérissements. Les années 80, post-76, notamment sur le piémont pyrénéen et à Tronchet. Mais quand on regarde, quand il y a eu ces dépérissements chroniques consécutifs à des éléments climatiques extrêmes, elles sont généralement suivies par des cascades d'événements parasitaires qui aboutissent à des mortalités. Mais les mortalités sont rarement totales. Certes, il y a beaucoup de mortalités, il peut y avoir jusqu'à plus de 50-60% d'arbres qui meurent, mais les mortalités ne sont pas totales et le peuplement se reconstitue, en fait récupère par finalement réensemencement à partir des quelques survivants qui se sont maintenus et qui permettent à la population de récupérer. Le problème, diapo suivant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des événements extrêmes ponctuels une année donnée, mais on est dans une séquence où on a des événements extrêmes qui se suivent d'une année à la suivante. Et là, on a moins de recul, on ne sait pas s'il peut y avoir récupération ou résilience. Ici, j'ai justement sorti les cartes des dépérissements qu'il y avait eu en post-1976 à Tronchet. À l'époque, à Tronchet, c'était essentiellement du chêne pédonculé. Aujourd'hui, si vous y allez, diapo suivante, ça c'est dans différentes parcelles où je suis passé l'année dernière, et ça c'est du chêne Cécile. Et donc là, c'est à la suite, 2018, 2019, 2020, il y a eu 3 années de suite où il y a eu des sécheresses, donc des événements extrêmes qui se sont cumulés. Autant historiquement, on avait des événements ponctuels et on a pu mettre en évidence des récupérations, des résiliences, autant là, la question est quand même posée s'il y a répétition et récurrence de ces événements. Diapo suivante, alors l'autre solution, comme je disais, c'est l'hybridation avec les chênes méditerranéens. Alors nous avons en France 4 chênes blancs, chêne Cécile pédonculé, pubescent et tausin. Ils s'hybrident, j'ai mis des points d'interrogation, mais on a des éléments aujourd'hui permettant de dire qu'ils s'hybrident un peu dans tous les sens. Et vous savez, il y a beaucoup plus d'espèces. C'est le nombre d'espèces de chênes dans les zones méditerranéennes, et notamment dans le sud de l'Espagne, vous avez l'Espagne, le canariensis, le faginal, le chêne zen, etc. Toutes les espèces qui s'hybrident avec ces chênes blancs. Donc on peut penser, comme ces espèces vont migrer aussi, il y aura sans doute plus de contact entre ces espèces méditerranéennes et chêne Cécile et pédonculé, et que là, on pourrait avoir des phénomènes d'hybridation qui permettraient de faciliter un peu d'enclencher ce mécanisme que j'ai évoqué tout à l'heure, historiquement, qui a eu cours lors de la recolonisation post-glaciaire. Alors, diapo suivante. Oui, bon, ça c'est un peu plus long, on a pu mettre en évidence qu'il y a hybridation entre ces 4 espèces. On a trouvé ces 4 espèces ensemble dans un peuplement du sud-ouest de la France, et on a pu vérifier effectivement qu'il y a hybridation. Mais diapo suivante. Alors, oui, dans cette histoire d'échange d'espèces, ce qu'il est important de regarder là, mais qui donne à qui? Je vous ai dit tout à l'heure, une espèce donnée a récupéré les gènes d'une autre. Mais est-ce que ces échanges sont vraiment symétriques, ou est-ce qu'il y en a qui sont plus réceptifs vis-à-vis des échanges que d'autres? Alors vous pouvez ici voir la liste des espèces quand je les classe comme donneurs, Cécile, pubescent, tausin, pédonculé. Ici, quand elles sont classées comme receveuses, vous voyez, le chêne Cécile reçoit 10% de gènes du chêne pédonculé. Mais l'inverse n'est pas vrai. Le pédonculé, on reçoit beaucoup moins du Cécile. Donc le Cécile, il pique les gènes chez le pédonculé, mais ça ne va pas dans l'autre sens. Ce qui nous intéresserait là tout particulièrement, c'est le pubescent, donc qui est plus adapté à la sécheresse. Mais le pubescent, il reçoit surtout du Cécile, il reçoit 20% du Cécile. Mais le Cécile n'en reçoit que 2% du pubescent. Mais peut-être ces 2% qu'il reçoit du pubescent lui permettraient peut-être de s'adapter. Ça, on ne sait pas. Pour l'instant, nous, c'est des données quantitatives. Après, il faut analyser ces gènes qui sont là-dedans. Mais il n'y a pas de raison
je pense, généralement, ce qui est légué et ce qui est reçu a toujours une valeur en termes fonctionnels et en termes d'adaptatif. Ça, c'est tout un projet de recherche qu'il faut maintenant mener pour voir un peu quels sont ces gènes qui permettraient, qui sont récupérés à partir de notre espèce, qui permettraient une meilleure adaptation. Diapo suivante. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette évolution future? Bon, il y a deux mécanismes qui peuvent stimuler l'adaptation. La sélection naturelle, notamment la régénération naturelle. Mais pour que l'adaptation soit vraiment stimulée par la régénération naturelle, il faut réunir ces trois choses. Il faut que vous ayez beaucoup de diversité. Il faut qu'il y ait de la reproduction. Et il faut qu'il y ait de l'intensité de sélection. C'est-à-dire qu'il faut que la population de semis soit très grande, de manière à ce que la sélection puisse faire un tri efficace. Si vous avez peu de semis, et vous avez une sélection, elle sera beaucoup moins efficace. Donc pour que l'adaptation par sélection naturelle joue, il faut veiller à ces trois points. Et puis il y a l'introgression adaptative, le handicap, autant là ça peut être presque une réponse immédiate par sélection naturelle, régénération naturelle, autant ici ça peut prendre du temps, le temps qu'un gène qui est hérité, transmis, se répande dans l'espèce, ça peut prendre plusieurs générations, ce sera moins vite que ce qui se passe ici. Je crois que c'est la diapo suivante, je vais quand même dire quelques conclusions. Enfin, c'est plus des appréciations personnelles par rapport à tout ce que j'ai dit. Donc, je pense que l'histoire, tout ce que nous enseigne cette histoire, elle est quand même moins alarmiste que ne le suggère le paysage actuel. Certes, on voit des dépérissements. Mais quand vous lisez les ouvrages, quand vous lisez les ouvrages à la fin du petit âge glaciaire, l'état dans lequel étaient les forêts, ils étaient dans un bien plus triste état qu'actuellement. Donc, je dirais que l'histoire est moins alarmiste et les leçons du passé, j'ai donné un certain nombre de traits qui montrent que ces espèces ont des ressources insoupçonnées en termes d'adaptation. Finalement, l'évolution biologique est plus rapide aussi qu'on ne le pensait, même sur les 200-300 dernières années, on a vu une évolution, et on a vu que cette évolution a changé selon que le climat a changé. On a vu qu'il y a également des mécanismes originaux d'adaptation, notamment par cette intrégration adaptative, mais qui nécessiteront peut-être un coup de main de l'homme, notamment en migration. Migration, ils ne pourront pas, il faut les aider, donc là il faudra peut-être faire de la migration assistée. Mais pour des mécanismes originaux d'adaptation, ils en ont. C'est ce que j'ai évoqué juste précédemment, la sélection naturelle et également l'introgression adaptative. Et voilà, je pense que quelques mots, je crois, sur... oui, enfin, tous ces travaux on peut être menés avec l'aide, bien sûr, des gens de l'INRA, de l'Office des forêts, qui nous a donné accès à tous les documents pour sélectionner ces biopeuplements et faire toutes les analyses sur le terrain. On a travaillé avec l'université d'Uppsala, où il y avait des moyens également en termes bioinformatiques, avec le Génoscope pour le séquençage et des sociétés privées pour toute l'analyse bioinformatique. Et puis, diapo suivante, ce travail a également été mené dans le cadre d'un projet ERC, donc financé par l'Union européenne, un projet qui s'appelait TRIPIS. France Génomique nous a aidé également pour le financement du séquençage et le financement des forêts pour l'accès au matériel. Ça, c'était le titre de ce projet qui est encore en cours. On est encore en train d'analyser. Alors, il y a toute une partie, je ne vais même pas parler aujourd'hui, c'est sur l'ADN ancien. Parce que maintenant, on a réussi à récupérer un génome finalement de l'âge de bronze. Donc, une fois qu'on aura... et il reste beaucoup de restes de bois. Le problème, c'est que l'ADN est très dégradé. Mais comme on a maintenant un génome de référence, on peut s'en sortir. Et donc, on pourra analyser le passé avec beaucoup plus de moyens et de ressources une fois qu'on aura accès de manière plus exhaustive à cet ADN ancien. Donc, vous trouverez des résultats à la fois sur le projet, sur le site de TRIPIS, et également sur mon site personnel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé, ça peut durer beaucoup plus longtemps que vous ne pensiez.
Bien sûr prêt à répondre à des questions, si vous le souhaitez. Oui. Là, c'était c'était en vue. C'était, j'imagine, un concert en flûte régulière, c'est ça? Oui. Les sélections étaient en flûte régulière. Donc il y avait des semenciers. Oui. Mais en flûte régulière, parce que le problème, c'était que comment utiliser ces vieux... Est-ce que la question qui était posée, est-ce qu'on peut utiliser ces vieux arbres pour témoigner du passé? Et donc, pour pouvoir faire cela, il fallait qu'on soit sûr que la sélection soit la plus prononcée au début de leur vie. Et donc, il n'y a qu'en futée régulière où vous avez ça. En futée irrégulière, les densités de semis sont moins importantes et ce taux de sélection sera plus... La sélection est beaucoup plus échelonnée au cours de la vie d'un arbre dans un peuplement en sylviculture irrégulière qu'en sylviculture régulière. La sylviculture régulière se prêtait mieux pour notre hypothèse de travail de recherche, vous voyez, parce qu'elle permettait de mieux témoigner du passé que la sylviculture irrégulière. Voilà. C'est purement un intérêt technique scientifique. Pardon, on constate que la pluviométrie moyenne annuelle change peu. Oui. Par contre, il y a des variations considérables au cours de l'année. Oui. Qu'est-ce qui se passe si on est capable de stocker l'eau? On multiplie les étangs, on multiplie les barrages, on fait tout ce qu'il faut pour stocker l'eau, de façon à ce que les arbres puissent disposer d'eau, un peu plus d'eau toute l'année. Oui, mais vous voulez dire... attendez, la question c'est... On empêche l'eau d'aller en mer. Pardon? On empêche l'eau de retourner en mer. Oui, mais bon, oui, effectivement, enfin, en agriculture, c'est ce qui est utilisé. Vous voudriez utiliser ça en forêt pour finalement faire de l'irrigation en forêt, c'est ça? Je constate chez moi, oui. Depuis que j'ai un barrage, depuis que j'ai un barrage, que je maintiens le niveau de la rivière absolument constant toute l'année, oui. Et ce depuis 10 ans, mes arbres ont eu une croissance exceptionnelle les 3 dernières années. Oui. Bon, sans doute, si vous permettez... La nappe phréatique est restée à peu près constante. Oui, effectivement, si vous avez des moyens de réguler le régime hydrique de manière... vous pouvez qu'améliorer la croissance. Mais alors, par contre, je ne vois pas comment appliquer ça à grande échelle dans des massifs forestiers. Enfin, oui. Enfin, là, il faut voir avec un hydrologue. Je ne me sens pas compétent pour répondre à cette initiative. Oui. Ça marche? Oui. Oui, c'est juste une question peut-être anecdotique sur le passé. Vous avez dit que la progression du chêne était de l'ordre de 400 mètres par an. Oui. Et il faut, rappelez-moi, 50 ans pour qu'un chêne se reproduise. Oui. Donc il faut que le chêne fasse des bonds de 20 km. Oui, mais attends... Et je voulais juste poser une question. Ouais. S'il faut faire des ponts de 20 km, est-ce qu'il n'y a pas un vecteur tout désigné à l'époque de l'Holocène, qui est l'homme? Oui, enfin... Il se nourrissait de blanc, c'était sa nourriture principale, d'ailleurs, en dehors des protéines animales. Et il filait vers le nord, pour après les troupeaux de rennes, probablement, comme ici, avec les dents dans sa besace. Et on peut poser la deuxième question, qui est, est-ce que l'homme n'aurait pas inventé l'agriculture en Europe, c'est-à-dire la culture du chêne, au moins en même temps que nos voisins mésopotamiens ont inventé la culture du céréal? Enfin, vous prêchez un convaincu. C'était anecdotique. Non, c'est pas qu'anecdotique. Alors, j'ai pas eu l'occasion de discuter de cela, mais on aurait pu faire tout un exposé sur la migration.
En fait, pour expliquer de cette migration plus rapide que celle qui est occasionnée par les vecteurs biologiques, on s'est allé de la simulation. On a imaginé donc un front de migration qui avance à la vitesse finalement des vecteurs de migration. C'est une vague qui avance progressivement au rythme que vous venez de parler. Et puis et ça c'est un premier scénario. Et un deuxième scénario, on a imaginé que de temps en temps, vous avez des espèces de sauts de puce qui ont des glands qui sont transmis à très longue distance. Par exemple de 20-30 km, voire 50 km. Mais même en fréquence très rare. Et ces résultats, on avait publié tous ces papiers de simulation, ces résultats ont montré, même à une probabilité de 1 pour 1 million, avec des sauts de 30 à 40 km, vous allez considérablement accélérer l'avancement. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des petits îlots qui vont se créer, qui correspondent à ces sauts de puce. Et ces îlots vont avoir leur propre dynamique démographique. Et à un moment donné, ces îlots vont se rejoindre et coalescer et rejoindre le front qui lui-même avance. Et l'ensemble accélère conservant le système. Donc, ça, c'était un peu théoriquement comme on a répondu à la question. Restait la question, mais qui l'a fait? Eh bien, il y a 2 ans, j'ai écrit un papier dans International Oaks et qui traite exactement de cette question-là. J'ai comparé la migration de l'homme et la migration des chênes en termes de vitesse, en termes de sens de migration. Et il y a plein de coïncidences, mais il n'y a pas de preuve. La seule preuve qui existe, c'est que quand vous regardez au niveau archéologique, effectivement, l'homme se nourrissait de glands. Pline l'Ancien, quand il est venu en Europe, il décrit comment les gens se nourrissaient de glands. Et donc sans doute que l'homme, comme il migrait dans le même sens, a emmené des lots de graines avec lui, et on a laissé certains qui se sont répandus, etc. Oui, on ne peut pas l'exclure, mais c'est difficile de le prouver. Bon, j'ai un papier là-dessus, une publication, si ça veut aller en anglais, mais je peux vous l'envoyer si vous êtes intéressé. Vos travaux portent sur le chêne. Oui. Il y a quand même d'autres essences dans la forêt française. Est-ce qu'il y a une probabilité de pouvoir extrapoler vos résultats aux autres essences résineuses et feuillues, et peut-être aussi pour le hêtre qui pose aussi des graves soucis en matière de dépérissement et des questions en matière d'adaptation au changement climatique? Moi, j'ai fait 2 grandes distinctions, enfin 2 grands groupes d'espèces. Des groupes d'espèces qui ont des aires continues, grande taille de population, migration de pollen à longue distance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire chêne, ça veut dire hêtre, ça veut dire pin sylvestre, ça veut dire épicéa. Pour toutes ces espèces-là, ça va se passer à peu près de la même manière. Et moi, j'ai pas trop d'inquiétude. Bien sûr, vous allez avoir des dépérissements par endroits, etc. Mais on n'ira pas jusqu'à la disparition de l'espèce. Hein. Par contre, l'autre groupe d'espèces, des espèces qui ont des petites populations, qui sont disjointes, qui n'ont pas de communication pollinique possible, là, il peut y avoir des risques, au-delà des risques locaux, d'extinction de population, ça c'est possible. Et donc vous avez raison, ce dont je viens de parler ne s'adresse finalement qu'à un certain type d'espèces. Alors, elles ont toutes quand même la particularité, peut-être le hêtre un peu moins, le hêtre, il y a un hêtre oriental, mais il n'est pas trop présent par ici, mais les autres grands groupes, les pins, les sapins, ont tous des espèces congénériques qui sont méditerranéennes, avec qui elles peuvent s'hybrider, quoi. Et donc ça peut être l'histoire de l'introgression adaptative, elle va au-delà des chênes. Elle marche bien chez les chênes, mais je pense qu'elle pourra jouer également chez d'autres groupes d'espèces. Pour l'avenir, si j'ai bien compris, quand on a une belle régénération de chênes, oui, on aurait intérêt à introduire un peu de pubescent pour que nos petits-enfants aient une belle hybridation, non ? Oui, c'est bon, je crois l'avoir marqué. Parce qu'il y a une époque donnée, on disait « Ah mais non, il faut pas laisser les peuplements mélangés, il faut garder que du cécile ou que du pédonculé, etc. »
Quand vous avez mixité de peuplement, gardez-les autant que possible. Il faudrait, vous pouvez l'enrichir en apportant... Oui. Mais alors le problème après, si vous mélangez du pubescent avec du sessile, le problème ça va être le rythme de croissance, parce que le sessile va pousser plus vite, je pense, et va éliminer le pubescent. Cette histoire de mélange d'espèces, il faut savoir le manipuler quand il y a des rythmes de croissance différents. Donc ça demande un savoir-faire et disons sylvicole pour mieux le maîtriser, peut-être par petits parquets ou je sais pas, mais pied à pied. Par contre, enrichir, quand on peut maintenir la population locale qui se régénère bien naturellement, il faut la garder. On peut améliorer le système en l'enrichissant à partir de glands venant d'ailleurs, mais de la même espèce aussi. Vous jouez plus sur la diversité. Vous enrichissez la diversité et ça ne peut qu'améliorer les populations d'adaptation. Oui, peut-être je voulais remercier au nom de toute l'Assemblée M. Kremer. J'avais oublié de vous dire aussi que, mais vous l'avez compris, M. Kremer est couvert d'honneur académique. Et également, c'est salutaire pour nous d'avoir un discours scientifique qui introduit le patrimoine génétique, le temps, l'espace, sur un sujet compliqué et qui est souvent très mal abordé. Je voulais aussi remercier M. Kremer parce que ça fait 3 ans qu'ils doit intervenir. Donc, les 2 années, à un moment, on se demandait si l'annonce d'une intervention de M. Kremer provoquait une vague de Covid. C'était presque le cas cette fois-ci aussi. Eh bien, on n'est pas passé loin, mais ce n'est pas le cas. Donc, merci M. Kremer.